Je voulais vous interroger sur votre définition du libéralisme. Alors, beaucoup de penseurs s'y sont essayés, Constant, Tocqueville, et ainsi de suite. Le meilleur, c'est Locke. Et justement, j'allais vous dire, aujourd'hui, on a une image un petit peu péjorative, en fait, une idée un peu péjorative du libéralisme, parce que si vous parlez à quelqu'un du libéralisme, il va penser égoïsme, il va penser... Et justement, est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin, nous expliquer un peu mieux comment on distingue cet égoïsme de l'individualisme rationnel? Ben, l'individualisme rationnel, si vous voulez. D'abord, euh, je ne vois pas pourquoi il faut condamner l'égoïsme. Philosophiquement, je trouve que l'égoïsme, c'est quand même meilleur que le type qui me dit qu'il est juste de prendre l'argent que j'ai gagné pour qu'il le dépense lui plutôt que moi. Mais je ne vois pas en quoi le fait de piquer mon pognon est altruiste. Vous comprenez, vous? C'est vrai que c'est Donc, curieux non, mais on comme... considère, si vous voulez, comme altruiste de me forcer à donner le pognon que j'ai gagné à des gens qui ne vont pas travailler. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Expliquez-moi en quoi ça fait le bonheur de l'humanité. Est-ce que ça réussit une fois quelque part? Est-ce que vous avez un exemple historique que c'est jamais réussi? C'est sûr qu'on est à court d'exemples historiques. Mais on n'est pas à court de gens qui ont voulu vous voler. Non. Et qui ont décidé, comme le disait Bastia, la meilleure façon de voler, c'est quand même de créer un groupe, d'avoir une majorité à l'Assemblée et de légiférer pour rendre le vol autorisé. Mais ça se termine toujours, quand vous lisez les évangiles, le vol, par exemple le vol de la vigne par les ouvriers de la vigne qui ne veulent pas payer le loyer à leur maître, le vol, ça se termine toujours dans le sang et dans les larmes. Oui. Qu'il soit autorisé, qu'il ne soit pas autorisé. Je pourrais vous dire à l'inverse, admettons, mais le risque, est-ce que finalement, en fait, ce que vous ciblez, c'est l'imposition. Euh, Non, il n'y a pas du tout l'imposition. L'imposition, si vous voulez, pour faire fonctionner les services de l'État qui est nécessaire pour qu'une société libérale puisse exister, dans les limites définies par Locke, c'est-à-dire les systèmes régaliens, c'est-à-dire la justice, la police, l'armée, la défense, ça me paraît parfaitement logique. Ensuite, vous avez une deuxième étape il faut lire que vous lisiez l'histoire des impôts de Philippe Nemo. Philippe Nemo, c'est un type tout à fait remarquable qui lui aussi a été un peu martyrisé. Si vous voulez lire un grand livre, vous devez lire Qu'est-ce que l'Occident chrétien de Philippe Nemo, qui a été traduit en 40 langues ou je ne sais pas quoi, dont vous n'avez jamais entendu parler à Sciences Po. Et c'est bien dommage parce que c'est un livre, il explique les 4 ou 5 grandes révolutions qu'il y a eu dans le monde chrétien depuis 5 siècles, depuis Grégoire le Grand. C'est absolument remarquable comme livre. Donc vous devez lire ces deux livres de Philippe Nemo, c'est absolument prodigieux. Et donc le but des impôts, c'est d'assurer, la marche c'est la version libérale, la marche de l'État régalien. Deux, le cas échéant, pratiquer un petit peu de transferts sociaux, comme par exemple assurer une bonne éducation à tout le monde en montant un peu. Et troisièmement, c'est le niveau où on est, c'est punir ceux qui réussissent. C'est-à-dire un impôt punitif pour égaliser tout le monde en résultat. Mais ça marche jamais. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à l'inverse, oui, mais justement, ces cotisations sociales, etc., permettent à celui qui prend des risques d'être couvert en cas Mais c'est d'échec? pas vrai, par exemple, aujourd'hui en France, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous sautez, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de chômage, vous n'avez rien. C'est vrai. Donc, si vous voulez, au contraire, si on était dans un système juste, je vais vous prendre un exemple. Un gars qui gagne 200 000 euros par an, bon, mettons qu'il soit haut fonctionnaire, allez, au ministère des Finances, hein, 200 000 euros par an. Il prend zéro risque. Zéro. Il ne lui arrivera jamais rien. Il est inspecteur des finances, il ne lui arrivera jamais rien, il est tranquille, il touchera toujours ses 200 000. Logiquement, on devrait lui piquer au moins 50% de ce pognon. Vous prenez ensuite 200 000 euros, un cadre chez L'Oréal. Il peut être viré. Donc, mettons, on l'impose à 25 000, à 25%, pas à 50%. Ça serait juste. Oui. Et puis ensuite, un chef d'entreprise qui peut tout perdre à tout moment, il touche 200 000, il devrait avoir zéro d'impôt. Donc, Oui. donc, si vous voulez, il faut ajuster l'impôt au risque pris, quoi. Et tout le reste, c'est de la littérature. Donc, aujourd'hui, on a un système, vous connaissez la parabole des talents. Oui. Bon, vous savez, on donne 4 talents, 2 talents, 1 talent, puis le Seigneur revient 40 ans après, je ne sais pas quoi,
Et le premier lui rend 4 talents plus 4 talents, 2 talents plus 2 talents, et le troisième dit je l'ai enterré et je te le rends et je te dois rien parce que tu es un maître dur. Eh bien, celui qui va en enfer, c'est celui qui a enterré son talent. Et donc, aujourd'hui, notre système fiscal, c'est de piquer celui qui gagne 4 talents pour le donner à celui qui ne fout rien. Oui. Et donc, les gens me demandent pourquoi il n'y a plus de croissance. Ben, si vous êtes une équipe de foot, et chaque fois qu'un type marque un but, vous le virez pour mettre un type qui est incapable d'en marquer un, au bout d'un certain temps, toute votre équipe perd tout le temps. Et comment on gère dans une économie les personnes, je vais être un peu dur dans mes paroles, mais qui sont tout bonnement incompétentes? Et bien à ce moment-là, c'est pas très difficile. Il faut on soit le plus proche possible de la subsidiarité, c'est-à-dire que cette personne vit sans doute dans une petite ville ou dans un quartier, et à l'échelle du quartier, on organise des transferts, c'est ce qu'ils font en Suisse. Oui. Mais vous n'organisez pas des principes comme quoi quelqu'un qui arrive en France a droit automatiquement à 900 €. Oui. Parce que ça, vous allez en avoir un paquet qui vont arriver. Et donc, comment en démocratie on arrive à concilier égalité et liberté? Alors, il y a une chose très intéressante là, c'est quand vous dites égalité, vous ne précisez pas. C'est-à-dire vous avez l'égalité des chances et vous avez l'égalité des résultats. Dans une démocratie, il faut tout faire pour qu'il y ait une égalité des chances la plus totale possible. Que tout le monde ait la même chance au départ. L'égalité des résultats, il n'y a aucune raison d'avoir. Et toutes les civilisations qui ont essayé d'arriver à une égalité de résultats, à l'arrivée, se terminent toujours dans des camps de concentration et des gens qui sont tués. L'égalité de résultats amène toujours à la dictature. Toujours. Parce que ce n'est pas possible. Qui définit? D'abord, comment vous définissez l'égalité? Par exemple, un type peut être laid comme un pou, ce qui est très embêtant, mais avoir un charme fou. Et il plaira beaucoup aux dames. Alors qu'un type qui peut être beau comme tout et qui n'a aucun charme, ben, il n'aura aucun succès. Donc, si vous voulez, cette histoire d'égalité, il faut que tout le monde ait une chance d'avoir les meilleures études, par exemple, de faire ce qu'il a envie de faire dans la vie, mais en aucun cas, il faut que les résultats à l'arrivée soient définis comme devant être les mêmes. Donc, et ce que la gauche n'a jamais réussi à faire dans son histoire, c'est à déterminer à quel moment il fallait arrêter la course vers l'égalité. Nous, dans la droite, on a eu des problèmes avec la course vers la liberté. On a déterminé qu'il y avait certains gars qui outrepassaient, par exemple, ceux qui étaient darwiniens, qui voulaient tuer les plus faibles. On a dit non, ça se fait pas. Oui, ils l'ont essayé, hein, mais ça va. Tout le monde a dit non, ça c'est pas bien. Et aujourd'hui, dans la course vers l'égalité, la gauche n'a jamais accepté de dire où elle arrêtait l'égalité. Et il y a eu autant de concentration pour tuer les plus faibles que pour tuer les plus forts, hein, des deux côtés. C'est pareil. Parce que l'égalité est impossible à achever. Ben, l'égalité, ça n'existe pas. C'est ce que disait Milton Friedman de façon assez brillante. Il disait les sociétés fondées sur l'égalité fondées sur la liberté arrivent toujours à une hausse de leur niveau de vie et à une plus grande égalité, surtout pour les pauvres. Et celles fondées sur l'égalité arrivent toujours, elles n'ont ni égalité ni liberté. Oui. Donc, si vous voulez, quand quelqu'un commence à me parler de l'égalité, je me dis, bon, ben, je suis parti pour un mauvais moment, parce que là, voilà un qui n'a rien compris à toute l'histoire des 2 derniers siècles. Le principal ennemi de l'égalité, le principal ennemi, ce qui a tué tout le monde depuis 2 siècles, c'est l'État. Tous les grands crimes depuis 2 siècles ont été faits par des États. C'est pas le capitalisme qui a tué des gens, c'est le socialisme.